La première église, du 5e ou 6e siècle, située dans le secteur de la gendarmerie actuelle, aurait été détruite par un incendie. La deuxième église est consacrée le 4 août 1485 sous le règne de Charles VIII. Fermée partiellement au culte pour délabrement dès 1795, elle est détruite en 1828. L'architecte Saint-Père dresse les plans de l'église actuelle et commence les travaux en 1829 à l'emplacement de la précédente, mais orientée nord-sud. Son style néoclassique, d'inspiration gréco-romaine, lui donne un aspect extérieur un peu rude, qui fut alourdi par la structure du télégraphe-chape en décembre 1840, au sommet de la tour du clocher. Ce dernier ne retrouvera son aspect originel que le 21 janvier 2014, nous y reviendrons ultérieurement. Mais le porche franchi en est agréablement surpris, en découvrant un espace harmonieux et accueillant. Des vitraux de belle facture, offerts par le curé Munier en 1888, illuminent la vaste nef libérée de la double rangée de colonnes doriques, proches des murs latéraux, et portant une voûte en arceaux favorisant une acoustique de grande qualité. Au centre du chœur trône l'autel en marbre et pierre blanche, également offert en 1888 par le curé Munier. Au centre du bas-relief, sculpté par Creusot de Dijon, le Christ, entouré des évangélistes Luc, Jean, Matthieu et Marc. Sur le mur se déploie une fresque sur toile marouflée qui serait soit du peintre Jussaume, soit de Jean-Baptiste Poncet. Elle représente le baptême du Christ d'après Hippolyte Flandrin, le mariage de la Vierge d'après Raphaël, la scène d'après Léonard de Vinci. Mais au fil du temps, des dégradations se font jour et en novembre 1989, ce bel édifice est fermé au public par mesure de sécurité. Aucun plan sur son devenir ne voyant le jour, l'association UEPA est créée. Je m'appelle André Fangeau et je suis le président fondateur de l'association UEPA, et cela remonte à novembre 1991. Sous notre impulsion, 2 architectes du patrimoine, rémunérés par le ministère de la Culture, tracent avec précision les plans de restauration et en déterminent le coût. Malheureusement, la construction d'une salle de sport étant programmée, le dossier de l'église est gelé. Effarouché par l'ampleur des travaux, mal conseillé, un nouveau maire rejette nos propositions de restauration, pourtant étayées par des spécialistes et architectes du patrimoine. Malgré le refus de Monseigneur Roland Minéral de signer la désacralisation de l'église sans, je cite, garantie d'un autre lieu de culte viable et pérenne, l'élu fait voter la démolition le 6 décembre 2005. Nous n'avons d'autre choix que d'ester en justice. Le tribunal administratif de Dijon nous donne raison et nomme un architecte pour une contre-expertise. Le maire fait appel. Il est débouté par la cour d'appel de Lyon et condamné à nous verser 2000 €. En septembre 2007, 2 inspecteurs du ministère de la Culture, venus spécialement sur site, confirment le bien fondé de nos affirmations. Enfin, une nouvelle équipe municipale, sous la conduite de M. Patrick Morelière,
adopte le 6 décembre 2010 le principe de la restauration. Elle se concrétise par la première réunion de chantier le 21 janvier 2013. Les bénévoles déménagent mobiliers et statues. La première tranche de restauration concerne le chœur et les salles attenantes autour du clocher. Les dalles du sol sont enlevées pour permettre le renfort des fondations. Les foreuses enfoncent jusqu'à 8 voire 18 mètres de profondeur les micropieux dans lesquels on injecte, sous haute pression, du ciment pur. Des longues grines encastrées dans les murs et piliers enserrent ceux-ci et s'appuient sur les têtes de pieux. L'ensemble est relié de part et d'autre des murs et des piliers par des tirants, puis noyé dans du béton pour une stabilisation définitive de l'édifice. Des glissières appelées goulottes permettent au béton de descendre dans les coins difficiles d'accès. Il reste alors à combler le sol pour remettre en place les dalles préalablement enlevées. Elles sont jointées avec soin, cachant définitivement l'ampleur des travaux qu'on a du mal à imaginer après coup. Afin de permettre aux foreuses de travailler, il a fallu démonter les autels latéraux. Les fondations terminées, on en refait les socles. C'est maintenant au charpentier d'intervenir dans la tour du clocher. Elle a bien souffert en l'absence d'étanchéité des vestiges du télégraphe, ouvert aux intempéries depuis des décennies. Profitons de cette visite pour survoler le village à 360 degrés. En ce 27 juin 2013, très attentif au devenir de l'église Saint-Martin, Monseigneur Roland Minérat, accompagné du sénateur Alain Houpert, découvre avec beaucoup de bonheur l'architecture intérieure de l'édifice. Il ne cache pas sa satisfaction de voir enfin la restauration bien engagée, ce qu'il confirme lors de la réception en mairie. L'année 2013 est aussi marquée par un autre événement important. Pour la première fois depuis sa fermeture en novembre 1989, l'église est provisoirement ouverte au public à l'occasion des Journées européennes du patrimoine de mi-septembre. Précédée par la députée Kera Bouziane et le conseiller départemental Michel Bachelard,
Plus de 1000 visiteurs ont ainsi le privilège d'entrer en ce sanctuaire chargé d'histoire, réveillant chez beaucoup des souvenirs émouvants de leur enfance et de leur vie. J'ai fait ma communion, je m'y suis mariée, j'ai baptisé mes enfants. J'ai vécu beaucoup d'événements familiaux, personnels dans cette église et j'y accorde énormément d'importance. La restauration du télégraphe Chappe ne pouvant être envisagée, il faut recréer la toiture du clocher dans le respect des plans originaux. C'est un vrai travail d'artiste pour une réalisation magistrale de près de 5 tonnes. Nous sommes le 21 janvier 2014. À l'aube d'un jour nouveau, les grues géantes prennent position, prélude à un événement historique. Le coq, prêt pour son envol, et la croix, majestueuse, reçoivent la bénédiction du père Donat Michel Timbo Mba, sous les feux de la presse et des télévisions, France 3 et TF1. Après 174 ans de domination, les vestiges de la maisonnette qui abrita de 1840 à 1854 le télégraphe Chappe quittent le ciel d'Arc-sur-Tille. Malheureusement, son état de délabrement avancé ne permettra pas sa conservation pour une restauration ultérieure au sol, initialement envisagée à des fins touristiques. Et le nouveau toit monte, majestueux, vers son destin, tandis que les cloches, réveillées de leur long sommeil, font vibrer le cœur des habitants. L'église, voilà, c'est important. On a besoin de revoir la croix au-dessus de l'église. Accompagné dans les airs par le maire Patrick Morelière, le coq rejoint son poste pour danser au gré des vents et contempler les générations passées, présentes et à venir. Grâce à la générosité de nombreux donateurs, mécènes et autres institutions d'État, le coût de ces premiers travaux est assuré. La deuxième tranche peut donc être lancée. Ainsi, ce même 21 janvier, en présence du sénateur Alain Houpert et du vicaire général de l'évêché, le père Éric Millot, assisté du curé André Jobard et de son vicaire Michel, est signée une deuxième convention entre la municipalité, la Fondation du patrimoine et l'UEPA. Nous en profitons pour remettre un troisième chèque de 50 000 € à messieurs Guillet et Bedel, représentant la Fondation du patrimoine chargée du transit des capitaux de soutien envers la municipalité. Enfin, monsieur Benoît Villot, président directeur général du Super U, renouvelle sa participation à l'œuvre commune par un don de 10 000 €. Comme en 2013, l'église est ouverte au public lors des Journées européennes du patrimoine de septembre 2014. De très nombreux visiteurs ont fait le déplacement, ainsi que des élus régionaux accueillis par le maire Patrick Morelière, occasion de remercier les donateurs et de conforter pour tous le bien fondé des travaux engagés. Parmi eux, M. François Patria, président du conseil régional, Patrice Manceau, maire de Rémilly et ses conseillers, les pères André Jobard et Michel en charge de la paroisse. La centenaire d'Arc-sur-Tille, Madame Méliot, retrouve en ce lieu mythique les émotions de sa jeunesse. Pour rien au monde, elle aurait manqué une telle occasion. Au passage, rendons hommage à un mécène prestigieux, M. Luigi Maggioni, également présent mais qui, depuis lors, nous a quittés.
Les travaux de la deuxième tranche débutent en septembre 2014. Après la consolidation du clocher, c'est le programme de restauration le plus lourd. Renfort des fondations de la nef et du péristyle, réfection de la toiture, chaînage des murs et des corniches. Les employés municipaux s'activent pour libérer la nef du mobilier encore en place et mettre en lieu sûr sculptures et autres éléments historiques, dont le bénitier du XVe siècle. Une partie de la charpente, rafistolée au cours des siècles, sera bientôt renforcée. Les cloisons de l'escalier sont refaites et les planchers du premier étage remplacés. Ils accueillent une des réunions hebdomadaires de chantier sous la direction du maître d'œuvre, l'architecte Olivier Juffard. Les échafaudages intérieurs vont permettre de sécuriser l'accès à la charpente en protégeant la voûte du chœur. Un nouvel escalier l'enjambe et conduit à la porte dans le mur sommital qui précède la nef. Des poutres de 8 mètres et 350 kg, en lamellé collé, très résistantes et indéformables, vont remplacer celles défectueuses. Comme pour la première opération, afin de préparer le forage des micropieux dans la nef, les dalles sont enlevées et stockées dans une ferme pour éviter les vols. Les tubes d'acier pénètrent le terrain jusqu'aux couches compactes du sous-sol. Ils vont porter la masse de l'édifice en complément des pieux d'origine, en chêne, fragilisés par la baisse de la nappe phréatique au cours du XXe siècle. Janvier 2014, même scénario que celui de la première tranche, mais sans les contraintes d'exiguïté qui s'imposèrent alors. Le sol est creusé jusqu'à 2 mètres pour dégager les fondations séculaires des murs et des piliers dans lesquels sont encastrées les longues grines. Rappelons que ces assemblages de tiges d'acier entrelacées, solidaires des micropieux qui les portent, sont reliés par des tirants qui traversent les murs de part en part, en serrant ainsi les fondations initiales avec lesquelles ils font corps, grâce au béton déversé par les bras articulés des véhicules spécialisés. Sur tout le pourtour de la nef et du péristyle se succèdent, jusqu'en avril, les mêmes gestes, jusqu'au retour des dalles à leur emplacement initial. Mai 2015 voit fleurir d'autres échafaudages qui enserrent l'ensemble du bâtiment, ouvrant et sécurisant l'accès à la toiture pour les charpentiers, les couvreurs et autres intervenants. La nef accueille également ces tubulures car il faut, à travers la voûte intérieure, soutenir les parties maîtresses de la charpente à remplacer ou à modifier. Une contrainte s'impose avant l'intervention des corps de métier dans des conditions saines. Le nettoyage de 80 cm de fientes des pigeons qui, depuis des décennies, squattent et polluent le lieu. Est-il bon de préciser que c'est malheureusement la 4e intervention du genre, supplément financier regrettable dont se serait bien passé la municipalité et l'UEPA qui s'en partagent le coût. Un aperçu des agrafes de béton qui solidarisent les murs fissurés. L'entrelacs des poutres.
On devine tout au fond Monsieur le maire en visite de contrôle, tandis que les charpentiers préparent le terrain de leurs interventions. Des blocs de béton armé, dits consoles, sont coulés à la verticale des piliers de la nef afin de reprendre les efforts de la charpente. Sur ces socles sont posées d'énormes poutres sur lesquelles va venir s'appuyer la charpente initiale, complétée de renforts transversaux. Ainsi sont supprimées les poussées latérales qui fragilisaient les murs, les piliers remplissant pleinement le rôle majeur qui leur était initialement dévolu. Les couvreurs dégarnissent le toit de la nef, enlèvent les ardoises obsolètes et remplacent les pièces défectueuses. Les nouvelles ardoises peuvent enfin être posées et l'étanchéité assurée, redonnant aux versants ouest et nord du toit une nouvelle jeunesse. Le carottage des murs ouvre le passage de tiges en fibre de verre qui ceinture tout l'édifice, opération appelée chaînage. Prélude à la réouverture ultérieure, la commission d'art sacré fait part de ses réflexions sur l'aménagement de l'espace et du mobilier pour un usage rationnel, tant culturel que cultuel. Impressionnée par la restauration remarquable de l'église, la Fédération française du bâtiment, en partenariat avec la Caisse d'épargne, l'Association des maires de France et la Fondation du patrimoine, a décerné le prix spécial des rubans du patrimoine à la ville d'Arc-sur-Tille. Accompagné de l'UEPA et d'une délégation de personnalités de Bourgogne, le maire a reçu à Paris, le 6 octobre 2015, le diplôme avec un chèque de 3 000 €. C'est pourquoi nous devons maintenant aborder une troisième étape, avec le remplacement des ardoises de la façade est, la réfection de la charpente du péristyle à sa couverture, le remplacement des portes et fenêtres sud, l'accès handicapé, le chauffage, l'électricité et enfin l'achat du mobilier. Si les dons reçus en 2015 par la Fondation du patrimoine et l'UEPA ont couvert plus de 59% des 732 000 € de la deuxième tranche, une troisième souscription est indispensable pour le financement des prochains travaux, estimés à 367 000 €. Le 4 décembre 2015, une nouvelle convention de partenariat est signée entre la municipalité, la Fondation du patrimoine et l'UEPA. Mais il faut reconstituer les réserves financières pour que la troisième tranche des travaux puisse être lancée sans fragiliser le budget municipal. Nos fidèles donateurs n'ayant pas faibli, le 7 janvier 2019, le nouveau chantier peut s'ouvrir par la repose des échafaudages donnant accès à la toiture. Si le remplacement des ardoises du pan est se fait dans de bonnes conditions, il n'en est pas de même pour le péristyle. Les vieilles tuiles enlevées, on découvre que plusieurs des lourdes dalles de pierre qui encadrent le fronton sont gravement fragilisées par les infiltrations et le gel.
leur remplacement entraînant une charge financière nouvelle non négligeable, la restauration de l'ensemble doit faire l'objet d'une autre programmation pour 2020. Elle s'ajoutera à celle du chauffage, à l'achat d'un nouveau mobilier et bien d'autres finitions. Heureusement, cette mauvaise surprise est en partie compensée par quelques bonnes nouvelles. En effet, la ville d'Arcs-sur-Tille bénéficie d'une donation de 69 000 € issue du loto lancé par M. Stéphane Bern, avec le concours du ministère de la Culture. Cette somme est majorée d'une dotation supplémentaire de la Fondation du patrimoine pour 18 000 €. Les travaux restant à réaliser en 2020 pèseront un peu moins lourd, sans oublier le legs de Madame Jacqueline Galland, décédée à l'âge de 96 ans le 3 décembre 2018 et à qui nous rendons un vibrant et affectueux hommage. Pour autant, le programme 2019 se poursuit avec la réfection des claveaux des fenêtres sud, le bouchage d'une partie des fissures et le remplacement des baies cintrées par des nouvelles avec vitrage renforcé. Quant aux eaux de pluie, elles s'écoulaient jusqu'alors librement dans le sol, source d'infiltration néfaste. Dorénavant, un nouveau système de drainage les conduise vers des puits spécifiques. Juin 2019. Les lattis des voûtes latérales ayant subi quelques dégâts au cours des âges, une inspection s'impose. Leur rafraîchissement fera partie de la 4e tranche. Profitant de la nacelle, nous apprécions la qualité des sculptures au-dessus de l'entrée principale. La rampe extérieure d'accès à la nef, mise en place pour le cheminement des engins de chantier lors des spectaculaires travaux réalisés depuis mars 2013, n'a plus sa raison d'être. Elle est donc enlevée pour permettre la reconstruction des grandes marches. Dans le même temps, un nouveau chemin d'accès pour personnes à mobilité réduite est tracé, puis réalisé, sous le regard attentif des différents responsables. C'est une belle création en pleine harmonie avec l'architecture qui l'environne. Après l'élargissement du mur de clôture et la suppression de l'étroite porte forgée qui enfermait autrefois l'accès, comme le montrent des photos de 1910, sans nuire à la conception architecturale de l'édifice, l'entrée est devenue plus accueillante, chaleureuse comme un souhait de bienvenue. Il serait injuste de ne pas signaler le minutieux travail des électriciens qui ont refait, dans le respect des nouvelles normes de sécurité, l'intégralité des circuits, rajeuni les candélabres latéraux et le grand lustre à pampilles qui, pourvus d'ampoules économiques, ont retrouvé toute leur splendeur. À signaler qu'en janvier 2022, le lustre a été classé aux monuments historiques. Même la sono, jusqu'alors inexistante, s'est discrètement glissée dans le décor. Fin 2019, tous les espoirs sont permis pour le lancement
de la 4e tranche de restauration. Mais, oui, mais Covid-19 est venu semer le trouble et désarroi, plongeant dans la douleur les familles endeuillées, remettant en cause les beaux plans soigneusement élaborés. Notre patience est mise à l'épreuve sans, pour autant, entamer notre confiance et notre détermination. Jusqu'au 15 septembre 2020, où nous signons enfin la 4e convention de partenariat entre la Fondation du patrimoine, la municipalité et l'UEPA. Après 8 années consacrées par M. Guy Bedel à la direction de la Fondation pour la Bourgogne, à qui nous tenons à exprimer notre reconnaissance pour son efficacité, son dévouement et son humanité, c'est l'occasion pour son successeur, M. Jean-Christophe Bonnard, de découvrir l'Église, accompagné de messieurs Gérard Guillet et Stéphane Ménégon, aux côtés du directeur des services municipaux, Nicolas Auquet. Les Journées européennes du patrimoine des 19 et 20 septembre sont l'occasion de belles rencontres entre nos visiteurs généreux, les élus municipaux et autres personnalités, dont notre députée, Mme Fadila Khattabi, pour de grands moments de partage et d'amitié. Retardé par les restrictions sanitaires dues à la pandémie, l'appel d'offres municipal aux entreprises pour la 4e tranche de restauration est enfin publié le 4 mars 2021. Et le 20 juillet, les échafaudages commencent à habiller le péristyle en vue de sa restauration. Le délitement des lourdes pierres du fronton imposant leur remplacement sans pour autant négliger la préparation d'autres interventions. « 10 novembre 2021. Une visite de l'entreprise Jacquet chargée du façonnage des 21 blocs de grès s'impose. Extrait des carrières de la Nièvre. Leur poids dépasse la tonne pour la plupart d'entre eux. 2 artistes ont œuvré pendant un mois pour leur mise en forme au gabarit, à l'aide du ciseau et de la boucharde, chaque pierre nécessitant 2 à 3 jours de taille. Parenthèse festive, notre braderie de livres et jouets de novembre nous permet de couvrir nos frais de gestion grâce à l'inlassable dévouement de nos généreux bénévoles, tant au cours des nombreuses séances de tri que lors des 2 intenses journées d'ouverture au public. « 2 décembre 2021. L'entreprise Jacquet est à pied d'œuvre sur le péristyle et procède au démontage du fronton et des lourds blocs rongés par le gel. C'est une opération délicate et dangereuse. Sécuriser, lever, ajuster, joindre, travail de pro pour des générations. Un aperçu de la pollution et des dégâts par les pigeons, malgré les piquants initialement destinés à les éloigner. Très malins, ces rats volants trouvent le moyen d'utiliser les tyrans à leur profit pour étayer leur nid. Après la pose des joints entre les blocs, il faut en sécuriser d'autres, découverts dangereusement en porte-à-faux et prêts à tomber. De janvier à mars 2022, le chantier est très actif. Enfin, la nouvelle toiture est posée, protégée par une couverture en zinc. La nef bénéficie également d'une restauration exemplaire, avec la mise en valeur des pierres jusqu'alors restées cachées. Et pourquoi ne pas en profiter pour effectuer la même opération sur les murs de la sacristie? Les voûtins, petites voûtes latérales,
comme le chœur, ont souffert et il faut les consolider. Profitant des échafaudages, Madame Blondeau, restauratrice d'œuvres d'art, ausculte avec soin les fresques du chœur du XIXe siècle. Les bancs, spécialement conçus pour notre église, sont réalisés par la société Dumont et Berre de la région Bourgogne. Des éléments disparates surgissent des œuvres d'art sous les mains expertes d'ouvriers particulièrement qualifiés, fiers de leur diplôme de compagnons du devoir. Sans attendre la réalisation d'autres finitions, leur installation début mai embellit la nef et permet une réouverture au culte dès le 15 mai. En juillet, Thierry Bresse, artisan talentueux, diplômé des Compagnons du Devoir, construit une nouvelle estrade pour l'Hôtel du Chœur. Des ossements antérieurs au XIXe siècle, exhumés lors des travaux de canalisation des eaux de pluie, sont respectueusement déposés dans la structure de bois après une ultime bénédiction par le Père Michel. Véritable chef-d'œuvre contemporain, l'ensemble est remarquable. Mariage réussi des sculptures anciennes et de l'art contemporain. Magnifique réalisation offerte à la foule rassemblée pour l'inauguration festive du 10 septembre. Et puis à demander au Seigneur que cette Église puisse vraiment remplir sa mission. Et j'espère que dimanche après dimanche, elle sera aussi pleine qu'aujourd'hui. En cette journée historique et émouvante, la messe solennelle présidée par notre nouvel archevêque, Monseigneur Antoine Héroy, rejoint par les personnalités régionales et nationales, est suivie de l'allocution du maire, du président du EPA et du secrétaire général de la préfecture. Aujourd'hui s'écrit une page de l'histoire de notre pays. Une page exceptionnelle et à contre-courant de l'histoire de la sauvegarde du patrimoine sacré français. Une page d'histoire pour ce conseil municipal qui, fidèlement à mes côtés, inaugure la fin d'un chantier entamé en 2013 et d'une aventure humaine démarrée en 1988. Ainsi, pendant plus de 30 ans, c'est une belle histoire humaine qui s'est écrite sous l'étoile de notre logo UEPA, avec toujours pour objectif de sauver notre patrimoine, de protéger nos racines et de participer à la construction de l'avenir. Généreusement applaudi par l'assistance, ils rendent un vibrant hommage à tous ceux qui, croyants ou incroyants, bénévoles dévoués jusqu'à l'épuisement, donateurs de tous âges et de toutes origines, municipalités, fondations du patrimoine et autres autorités ont permis l'aboutissement d'un projet insensé. L'agenda n'est pourtant pas encore effacé. Il annonce la restauration du beffroi. Celle-ci est confiée à M. Thierry Bresse, qui nous a déjà prouvé son talent dans la confection réussie du plateau de l'hôtel principal. En décembre 2023, il dresse les plans de la nouvelle structure dont il fait un premier montage dans son atelier.
Janvier 2024, c'est l'ascension des éléments jusqu'au sommet du clocher pour un savant assemblage des poutres de chêne et la sécurisation des 2 maîtresses des lieux, lourdes de masse sonore respectivement d'1 tonne et de 500 kilos. Hissées à la force des bras avec le concours du dévoué Rémi Bourgeot, les 3 autres cloches plus petites prennent place sur leur solide support. Dernier symbole de son engagement, dont l'ultime assemblée générale vient d'adopter la dissolution, l'UEPA finance l'intégralité de l'électrification des 5 cloches et début février, elles peuvent enfin, après bien des décennies d'un trop long silence, chanter la vie et l'espérance. D'autres finitions restent à programmer, telles la révision de la voûte d'entrée, le remontage des autels latéraux, du baptistère. Le rafraîchissement des murs, des peintures et des fresques du chœur. Aux plus jeunes de prendre le relais et de veiller à la pérennité de l'édifice, soutenu par la Fondation du patrimoine, qui garantit l'affectation des dons encore disponibles au seul profit de notre église d'Arc-sur-Tille. Aventure humaine exemplaire depuis plus de 33 ans, devenue emblématique, l'histoire, notre histoire, continue de s'écrire en marche vers l'avenir, racine pour les générations futures.